Bon, merci beaucoup à tout le monde pour l'invitation. C'est parti. La première partie du titre de ma présentation, à savoir lecture du monde, s'inspire d'une phrase célèbre de Paulo Freire, où il établit une distinction entre l'alphabétisation fonctionnelle, lire des mots, et l'alphabétisation critique, être capable de lire, voire décoder le monde. Commencer cette présentation en citant Frère est tout à fait approprié, étant donné qu'on vient de célébrer le centenaire de sa naissance. Il est encore plus approprié de citer Frère en raison de sa sensibilité à la manière dont les mots sont impliqués dans la colonisation des esprits, nous détournant d'un engagement en faveur de la justice. Dans ma présentation, je soutiendrai que le langage est un outil clé pour imaginer une nouvelle perspective pour l'orientation professionnelle. Cette perspective favorise la solidarité dans un monde néolibéral où l'individualisme exacerbé est privilégié au détriment d'une approche solidaire et communautaire. Je le ferai en considérant des thèmes couramment utilisés dans la littérature sur l'orientation professionnelle. Mon argument est que ces thèmes nous enferment dans des manières particulières de percevoir et d'articuler les problèmes sociaux, et par conséquent dans les types de politiques et de pratiques qui sont envisagés. Il existe de nombreux termes dans notre métier qui méritent une attention critique, tels que vulnérabilité, résilience, employabilité et activation. Ces 4 termes sont examinés de manière approfondie dans un article qui paraîtra bientôt. Dans cet exposé, je n'ai le temps que d'approfondir qu'un de ces termes, à savoir employabilité. Ma présentation commencera par une courte réflexion sur la relation entre le langage, la pensée et l'action. Je m'appuierai sur la théorie sociale critique pour démontrer les ramifications idéologiques et politiques de thèmes qui sont souvent utilisés de façon non problématique, en montrant les relations intimes avec l'agenda néolibéral. Je soutiendrai également que le domaine de l'orientation a un rôle à jouer dans la lutte pour la signification des concepts dans la sphère publique, car le résultat a une incidence sur les possibilités d'épanouissement des personnes. Le langage a la puissante capacité de nous domestiquer pour nous encourager à penser et à voir les choses d'une certaine manière. C'est Lacan, après tout, qui a fait remarquer que c'est le monde des mots qui crée le monde des choses. Nos pensées et nos actions sont intimement médiatisées par les mots que nous utilisons. Nous habitons des écologies discursives où les mots sont connectés les uns aux autres, créant des réseaux de sens et de signification qui nous orientent pour voir et agir sur le monde, ainsi que pour ressentir de manière particulière. Il existe ici des liens avec la notion d'idéologie. Il est dans la nature de l'idéologie totalisante de nous persuader que l'ordre dominant est naturel, normal, évident, universel, et qu'il fonctionne dans l'intérêt de tous, tout en mystifiant, excluant et dénigrant les alternatives. Le philosophe et politologue italien Antonio Gramsci dirait... Excuse-moi, Ronald, Oui. pardon de cette interruption. Comme c'est évidemment très riche et on veut bien en profiter, on me dit de t'inviter, de te déconnecter, te reconnecter, peut-être pas mettre le PowerPoint ou le PowerPoint et sans la caméra, puisque au niveau du son, les collègues n'entendent pas très bien et le PowerPoint est figé.
En fait, le PowerPoint et la caméra sont figés depuis le début de la présentation, donc je pense que la vidéo entière est figée. Ça peut valoir le coup de changer de navigateur si vous êtes sur Safari ou sur Firefox, peut-être passer sur Chrome, si c'est ça le problème. Voyons. Ah, là, ça s'est un petit peu arrangé. Je ne comprends pas c'est quoi le problème que vous m'entendez pas. C'est quoi le problème? Le son est pas excellent, mais le principal problème, d'après moi, c'est qu'on ne voyait pas le diaporama que vous étiez en train de faire défiler. En fait, ni votre caméra, c'est resté sur la première image. En fait, on vous voyait, mais c'était figé. Alors, je vais essayer quelque chose. Je vais mettre, voilà, comme ça. Est-ce que c'est mieux comme ça? En tout cas, là, on voit. On voit et on m'entend. Oui. Oui, alors je peux continuer. Je suppose. Karine, ça vous va? Oui, bah évidemment, merci. Oui, très bien. Alors, on était sur Gramsci. Bon, qu'est-ce qu'il a dit Gramsci? Il dirait que cet attente naturel des choses devient le sens commun, qui l'oppose au bon sens. Il affirme également que ce sens commun est intégré et communiqué par le langage, y compris par les dictons populaires transmis d'une génération à l'autre, et qui réifie les relations sociales, les rendant naturelles, massant le cerveau, le laissant confortablement engourdi. L'idée, bien sûr, est que nous nous habituons tellement à voir les choses d'une certaine manière que nous les maintenons de manière interactive, même lorsqu'elles vont à l'encontre de nos intérêts ou de ceux qui nous sont chers. Comme la film Zizek, nous n'interagissons pas avec le monde tel qu'il est, mais plutôt avec le monde tel que nous le représentons à travers le langage. Le langage est donc le matériau que les humains utilisent pour masquer, démasquer et donner un nouveau sens à la réalité. Ce que j'espère faire dans ma présentation n'est pas seulement critiquer l'utilisation du langage, mais aussi récupérer le langage. Les mots, après tout, sont volatiles, permettant une redéfinition qui signale de nouvelles façons d'apprendre le monde et de devenir attentif à l'hégémonie qui exerce l'oppression, souvent dans un gant de velours. Si le langage peut nous piéger dans de modes de pensée, il peut aussi être utilisé pour questionner, défier, résister et répondre. Dans ce que suit, je vais construire le terme employabilité comme un exemple de la manière dont les problèmes, soi-disant problèmes, sont socialement construits. Pour ce faire, en nous espérant de l'approche de Baki, nous devons poser des questions telles que quel est le problème représenté? Quel type d'hypothèses sont implicitement formulées à propos des chômeurs? Et qu'est-ce qui est imputé comme étant la source d'un tel problème? Qu'est-ce qui n'est pas dit lorsque le terme employabilité est utilisé? Et quels sont les effets produits par cette conception particulière de l'employabilité? Qui a à gagner et qui a à perdre avec une telle conception de l'employabilité? Et comment cette conception a-t-elle été produite, diffusée et défendue? Le terme employabilité et ce qu'il représente pourrait-il être remis en question, perturbé et remplacé? Des termes couramment utilisés, tels que résilience, activation, vulnérabilité et employabilité, tirent leur signification de leur base commune d'interprétation, constituant ce que l'on appelle le langage public.
il s'agit d'une pratique sociale ancrée dans l'histoire, différente de tout ce que les mots d'un individu pourraient posséder en eux-mêmes. Le langage public est donc saturé de normes qui découlent d'une vision hégémonique du monde et par conséquent du récit principal qui a colonisé notre monde de vie, le néolibéralisme. L'employabilité fait partie de ce récit dans la mesure où sa signification publique forme nos subjectivités de manière particulière. Il opère dans le champ de force sémantique et idéologique du néolibéralisme, positionnant l'individu et ses relations avec la société de manière particulière. Le terme employabilité, qui fait partie d'un maillon de la même chaîne de signification, nous incite à considérer les problèmes systémiques comme s'il s'agissait de défauts des individus. Il mobilise un ensemble d'outils pour répondre aux problèmes ainsi définis. Elle responsabilise et opprime tout en revendiquant le manteau de la solidarité et de l'émancipation. Le terme tire son sens du néolibéralisme, compris non seulement dans sa logique économique prédatrice, mais aussi dans sa capacité à générer de formes particulières de subjectivité. En effet, le néolibéralisme affecte non seulement les conditions matérielles de notre existence, mais aussi les processus inter- et intrapsychiques que certains considèrent comme privés et hors du portée du marché. Mon argument est que les mots que nous utilisons de manière irréfléchie nous piègent dans un champ de force où des significations spécifiques sont produites, circulées, appropriées et échangées dans la lutte pour différents types de ressources de pouvoir. Dans la perspective néolibérale, l'employabilité concerne le développement de qualités personnelles et professionnelles pertinentes au fil du temps qui augmentent les chances de devenir employé, mais ne garantissent pas l'emploi. C'est cette conception individuelle et développementale ou adoptive de l'employabilité que l'on trouve le plus souvent dans les cercles d'orientation professionnelle, où, par exemple, des programmes visant à augmenter l'employabilité sont répandus. Comme les autres trois termes mentionnés précédemment, à savoir vulnérabilité, activation et résilience, l'employabilité indique une compréhension de l'individu en tant qu'entrepreneur de soi. Les individus, par eux-mêmes ou avec l'aide d'autres personnes, mobilisent un certain nombre de technologies afin de travailler sur leurs propres pensées, leur conduite et leur manière d'être afin de devenir plus employables sous la voie de l'emploi. Le chômage n'est plus à responsabilité de l'État néolibéral, désiré de réduire ses propres dépenses sociales, mais de l'individu, que le transforme en un problème d'autoprise en charge. Cela implique une responsabilisation des individus et une privatisation des risques, c'est-à-dire le transfert à l'individu de risques qui étaient auparavant traités par des moyens collectifs. On améliore son employabilité en apprenant des compétences dures, comme le savoir-faire technique dans un domaine particulier. Mais cela implique également de développer des compétences génériques et non techniques. En effet, de nombreux programmes d'employabilité accordent une grande importance à ces dernières dans le cas de la mise en valeur de l'individu, de la même manière que l'on met en valeur des marchandises sur le marché. La liste de ces compétences non techniques est longue et comprend, entre autres, des dispositions, des attributs et des savoir-faire personnels tels que la conscience de soi, l'efficacité personnelle, l'esprit d'initiative, l'adaptabilité, la résilience et la capacité à se présenter et à se vendre. On accroît sa capacité d'insertion professionnelle en développant les compétences suivantes.
rédaction d'un CV, savoir comment se comporter lors d'un entretien d'embauche, apprendre à trouver des informations liées à l'emploi et à les utiliser efficacement, étendre son capital social, y compris les réseaux, et ainsi de suite. On accroît également son employabilité en ayant les bonnes qualifications, en ayant une expérience professionnelle antérieure rémunérée ou bénévole, en prouvant ses compétences par des moyens alternatifs et en ayant les bons contacts. Étant donné la nature discriminatoire de nombreux marchés de travail, le fait d'avoir le bon sexe, origine ethnique, religion, âge, état de santé, liberté de mouvement peut considérablement augmenter l'employabilité d'une personne. Ces différents types de capital peuvent être convertis en capital économique pour l'individu comme pour l'entreprise qui l'emploie. Le domaine de l'orientation professionnelle est fortement impliqué dans la légitimation du concept d'employabilité. Les principales théories d'orientation professionnelle sont construites autour du concept d'employabilité, mettant l'accent sur l'adaptabilité en tant que métacompétence professionnelle qui facilite une carrière protéiforme. L'orientation professionnelle contribue également à ce processus de légitimation en enseignant et en encourageant les compétences de gestion de carrière. Les professionnels de l'orientation utilisent leurs connaissances spécialisées pour aider les individus à estimer, à calculer, à mesurer, à évaluer et à se discipliner et à se juger par rapport aux valeurs normalisées attendues par le marché, l'objectif étant la préparation au travail. Ils s'appuient sur toute une série de technologies pour aider leurs clients à devenir plus agréables et plus sociables, tout en identifiant et en éliminant les défauts de personnalité qui ne correspondent pas aux habitudes et aux dispositions professionnelles attendues par les employeurs. Le problème est bien sûr que l'employabilité est une condition qui ne peut jamais être remplie, puisque le contexte du marché du travail ne cesse d'évoluer et de changer, et que les individus doivent constamment trouver un moyen de garder une longueur d'avance. Par conséquent, le soi entreprenant ne peut jamais être satisfait de lui-même, car il y a toujours plus à faire dans la quête du profil idéal pour le prochain emploi. C'est un processus sans fin de combat d'ombre avec soi-même, puisque la pleine potentialité ne peut jamais être atteinte. Le problème, par conséquent, de l'accent mis sur l'employabilité est qu'une telle approche tente de résoudre un problème lié à la demande, c'est-à-dire le nombre d'emplois générés par l'économie, par une solution liée à l'offre, c'est-à-dire exiger des individus qu'ils se développent et se démodifient de manière à augmenter leurs chances d'emploi. Mais les mathématiques démontrent qu'un seul poste ne suffira jamais pour deux demandeurs d'emploi, et encore moins pour 200. L'État néolibéral doit cependant déguiser ce déficit démocratique en blâmant les individus pour leurs déficiences, qu'elles soient comportementales, morales ou culturelles. L'employabilité permet de réaliser ce tour de passe-passe, légitimant davantage ces formes de plus en plus punitives d'aide sociale conditionnelle et stigmatisant encore plus les chômeurs. Plutôt que d'expliquer le chômage en pointant du doigt les politiques néolibérales telles que la déréglementation, la privatisation, la financiarisation, il rejette la faute sur les citoyens. Dans le discours sur l'employabilité, le chômage n'est pas considéré comme un risque social et une responsabilité collective, mais plutôt comme un cas de gestion de risque attendu de l'individu. Plutôt que de considérer l'accès
aux moyens de subsistance comme un droit individuel dans le cadre du contrat social entre l'État et les citoyens, ces derniers sont accusés de laisser tomber la communauté en permettant une détérioration de leurs compétences, de leurs habitudes de travail et de leur engagement. Pour en revenir à la notion de Lacan, selon laquelle le monde des mots crée le monde des choses, une telle utilisation du terme employabilité est réelle dans ses conséquences. Il sert de forme de légitimation discursive pour les politiques néolibérales qui cherchent à réduire le coût du soutien aux jeunes tout en contraignant leur engagement sur des marchés de travail flexibles et précaires. Le régime discursif de l'employabilité sert à diminuer les attentes et les aspirations des jeunes en camouflant le fait que pour beaucoup d'entre eux, le mieux qu'ils puissent espérer, ce sont des formes d'emploi atypiques, des emplois à contrat court ou sans contrat. L'ironie est bien sûr qu'il n'y a jamais eu autant de main-d'œuvre qualifiée pour des emplois exigeant peu de qualifications. Les diplômés de l'enseignement supérieur étant obligés de se contenter de ce qu'ils peuvent trouver. Ce que nous voyons à l'œuvre ici, c'est une réponse politique à la nécessité de créer une réserve de travailleurs pour le travail peu rémunéré et contingent qui a émergé dans le sillage de la restructuration économique. Il s'agit de créer des travailleurs pour des emplois dont personne ne veut. Si nous avions le temps, nous nous engagerons dans le même processus de déconstruction que nous avons utilisé pour le terme employabilité, en nous concentrant sur les trois autres termes mentionnés précédemment, à savoir vulnérabilité, activation et résilience. Si vous avez trouvé cet exercice utile et productif de nouveaux aperçus sur le lien entre notre travail et la lutte pour la justice sociale, alors je vous invite à lire le texte plus long sur lequel cette présentation est basée. Vos commentaires sont les bienvenus. Merci beaucoup. En guise de conclusion, pardon, j'ai juste un autre petit moment. Oui. En attendant et en guise de conclusion, je termine ma lecture contrapuntique du terme employabilité en mettant en évidence leur imbrication dans l'univers discursif néolibéral. Ce que j'ai essayé de faire, c'est de montrer comment de tels termes façonnent silencieusement nos pensées, nos croyances, nos sentiments et nos actions de manière à ce qu'ils soient compatibles avec et valident des formes particulières de la politique néolibérale. J'ai soutenu que les mots sont importants lorsqu'il s'agit de décoder le monde, puisque c'est par eux que les idées néolibérales sont activées et sédimentées dans le sens commun, s'insinuant dans les coins et recoins de la vie quotidienne. J'ai également fait valoir que le néolibéralisme n'est pas seulement une question de rationalité politique ou économique. Il s'agit aussi d'un projet psychologique construit autour de règles de sentiment. Il est clair qu'il ne suffit pas de surveiller son langage pour provoquer le changement social auquel nous aspirons. Prendre conscience du sens commun, sédimenté dans notre langage quotidien, peut être un point de départ puissant pour comprendre que le manteau d'orientation professionnelle, aussi bien intentionné soit-il, doit s'appuyer sur, mais aussi dépasser l'humanisme s'il doit embrasser le bon sens. C'est réapproprier le langage, l'investir de nouvelles significations, échanger de mots contre d'autres plus utiles pour comprendre quels intérêts sont servis et qui nous alertent sur les liens systémiques entre le personnel et le politique. Tous ces éléments ouvrent des possibilités de résister à la colonisation de notre monde de vie par les valeurs du néolibéralisme. Les mots peuvent sembler faibles
est dérisoire, peu susceptible de nous fournir un arsenal efficace pour combattre ce qui est devenu normal. Et pourtant, comme nous le rappelle le poète perse du XIVe siècle, Hafez, les mots que nous prononçons deviennent la maison dans laquelle nous vivons. La construction d'une maison différente exige que nous parlions de notre langage. Merci bien.